Il existe une règle silencieuse dans l'histoire des empires. Celui qui contrôle la monnaie contrôle le monde. Pendant des siècles, cette vérité a façonné les destins des nations, décidé de l'issue des guerres et déterminé qui mange et qui meurt de faim. Aujourd'hui, cette monnaie, c'est le dollar américain, mais quelque chose d'étrange se produit dans l'ombre des salles de marché et des banques centrales. La Chine accumule de l'or à un rythme jamais vu depuis les années 30. Elle construit des corridors commerciaux qui contournent systématiquement New York et Washington. Elle signe des accords pétroliers en yuan avec des pays qui, il y a 10 ans encore, n'auraient jamais osé défier le système établi. Et tout cela se fait dans un silence presque total, loin des gros titres et des débats politiques habituels. Alors la question se pose, assistons-nous simplement à la diversification prudente d'une grande puissance économique, ou sommes-nous en train de vivre les premières heures d'un basculement historique dont nous ne mesurons pas encore l'ampleur ? Pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut remonter à un moment précis de l'histoire, un moment où le monde a accepté un pacte qu'il n'a jamais vraiment questionné depuis. Nous sommes en 1944, dans une petite ville du New Hampshire appelée Bretton Woods. La Seconde Guerre mondiale n'est pas encore terminée, mais les vainqueurs présumés se réunissent déjà pour redessiner l'architecture financière du monde d'après-guerre. Autour de la table, 44 nations envoient leurs délégués, l'Europe est en ruine, le Japon est vaincu, et une seule puissance émerge intacte, plus riche et plus forte qu'avant le conflit, les États-Unis. À ce moment précis, l'Amérique détient les 2/3 des réserves d'or mondiales. Elle possède la moitié de la capacité industrielle de la planète. Elle est le créancier de tous et personne ne peut lui dire non. C'est dans ce contexte que naît un système monétaire où le dollar devient la seule monnaie convertible en or à un taux fixe de 35 $ l'once. Toutes les autres devises sont arrimées au dollar et le dollar est arrimé à l'or. En apparence, c'est un système rationnel, stable, prévisible. En réalité, c'est un privilège exorbitant déguisé en ordre international. Pendant près de 3 décennies, ce système fonctionne. Le commerce mondial s'effectue en dollars. Les banques centrales accumulent des dollars comme réserve de valeur. Les matières premières, et surtout le pétrole, se vendent exclusivement en dollars. Mais à la fin des années 60, une tension invisible commence à se former. Les États-Unis financent une guerre coûteuse au Vietnam, lancent des programmes sociaux massifs et impriment des dollars bien au-delà de leurs réserves d'or. Les pays étrangers, notamment la France sous De Gaulle, commencent à sentir que quelque chose ne va pas. Ils réclament la conversion de leurs dollars en or, comme le système est censé le permettre. Et là, la réalité devient inconfortable. Il n'y a tout simplement pas assez d'or pour honorer toutes les demandes. En août 1971, le président Nixon annonce unilatéralement la fin de la convertibilité du dollar en or. C'est ce qu'on appelle le choc Nixon. En une déclaration télévisée, le monde bascule dans une ère nouvelle, celle de la monnaie fiduciaire, une monnaie qui ne repose sur rien d'autre que la confiance et la puissance de l'État qui l'émet. Ce qui est fascinant, c'est que cette rupture aurait pu détruire le dollar. Elle aurait pu provoquer une perte de confiance massive, une fuite vers d'autres monnaies, une fragmentation du système commercial mondial. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Au contraire, le dollar s'est renforcé. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont négocié dans l'urgence un pacte avec l'Arabie Saoudite et les autres monarchies du Golfe. Ce pacte était simple mais redoutablement efficace. Vous vendez votre pétrole uniquement en dollars et en échange, nous vous protégeons militairement et politiquement. C'est ainsi qu'est né le pétrodollar, un système qui a garanti que chaque pays du monde, qu'il le veuille ou non, aurait besoin de dollars pour acheter l'énergie nécessaire à sa survie économique. Et puisque tout le monde a besoin de dollars, tout le monde en accumule, tout le monde finance indirectement la dette américaine et tout le monde renforce le pouvoir de Washington. C'est un cercle vertueux pour les États-Unis et un piège doré pour le reste du monde. Pendant 4 décennies, ce système semble inattaquable. L'Union soviétique s'effondre en 1991, laissant les États-Unis comme seule superpuissance. Le consensus de Washington s'impose partout. Libéralisation, privatisation, intégration dans le système dollar. Même la Chine, qui rejoint l'Organisation mondiale du commerce en 2001,
semble accepter les règles du jeu. Elle exporte massivement vers les États-Unis, accumule des dollars par milliers de milliards et réinvestit ces dollars dans les bons du Trésor américain. Tout le monde y trouve son compte. L'Amérique consomme, la Chine produit et le dollar reste roi. Mais derrière cette façade de coopération, quelque chose d'autre se prépare. Quelque chose de patient, de méthodique et de profondément stratégique. Dès le début des années 2000, certains dirigeants chinois commencent à percevoir une vulnérabilité dans leur propre modèle de développement. La Chine détient des réserves de change colossales, dépassant les 3000 milliards de dollars à son apogée, mais cet argent est piégé dans un système qu'elle ne contrôle pas. Si demain les États-Unis décident de geler les avoirs chinois, de dévaluer brutalement le dollar ou d'imposer des sanctions financières, Pékin n'a aucun recours. Pire encore, chaque dollar accumulé est une reconnaissance implicite de la suprématie américaine. C'est comme si la Chine finançait elle-même l'armée et l'influence qui un jour pourraient se retourner contre elle. Cette prise de conscience ne débouche pas sur une confrontation ouverte. Au contraire, elle donne naissance à une stratégie de long terme, presque invisible, qui s'articule autour de 3 piliers: la diversification des réserves, la construction d'infrastructures commerciales alternatives et la promotion progressive du yuan comme monnaie internationale. Le premier pilier devient évident lorsque la Chine commence à acheter de l'or en quantité massive. Entre 2009 et aujourd'hui, les réserves officielles d'or de la Chine ont plus que triplé. Mais ce chiffre officiel ne raconte qu'une partie de l'histoire. De nombreux analystes estiment que les réserves réelles sont bien plus élevées, car Pékin achète de l'or de manière discrète, parfois par l'intermédiaire de Hong Kong, parfois directement auprès de producteurs nationaux sans que ces transactions apparaissent dans les bilans internationaux. Pourquoi l'or ? Parce que l'or est la seule réserve de valeur qui n'est la dette de personne. Contrairement au dollar ou aux euros qui sont adossés à des obligations d'État, l'or ne dépend d'aucun gouvernement, d'aucune banque centrale, d'aucune politique monétaire. C'est un actif tangible, intemporel, reconnu partout sur la planète depuis des millénaires. Dans un monde où la confiance dans les monnaies fiduciaires pourrait vaciller, l'or redevient un refuge ultime. Le deuxième pilier est plus ambitieux encore. Il s'agit de reconfigurer physiquement les routes du commerce mondial. C'est le projet des nouvelles routes de la soie, officiellement lancé en 2013 sous le nom d'initiative Belt and Road. À première vue, c'est un projet d'infrastructure. Des ports au Pakistan, des chemins de fer en Afrique, des pipelines en Asie centrale, des ponts en Europe de l'Est. Mais en réalité, c'est bien plus que cela. Chaque port construit par la Chine devient un point d'ancrage pour ses échanges commerciaux. Chaque route tracée contourne les détroits et les canaux contrôlés par les marines occidentales. Chaque pipeline, signé avec la Russie, l'Iran ou le Kazakhstan, réduit la dépendance au pétrole du Moyen-Orient vendu en dollars. Lentement mais sûrement, la Chine tisse un réseau parallèle, un système commercial où New York n'est plus le centre de gravité, où les paiements peuvent s'effectuer en yuan, en roubles, en roupies ou même en monnaie numérique de banque centrale. Ce n'est pas une révolution brutale, c'est une érosion progressive, presque imperceptible, de l'hégémonie du dollar. Le troisième pilier est peut-être le plus sensible. Il concerne l'internationalisation du yuan. Pendant longtemps, cette idée semblait illusoire. Le yuan n'était ni librement convertible, ni utilisé en dehors de la Chine, ni considéré comme une réserve de valeur crédible. Mais petit à petit, les choses changent. En 2015, le Fonds monétaire international intègre le yuan dans son panier de droits de tirage spéciaux, aux côtés du dollar, de l'euro, de la livre sterling et du yen. C'est une reconnaissance symbolique, mais elle ouvre la voie. Ensuite, la Chine multiplie les accords bilatéraux de swap de devises avec des dizaines de pays, permettant des échanges commerciaux directs en yuan sans passer par le dollar. Puis viennent les premières transactions pétrolières en yuan, notamment avec la Russie et l'Arabie Saoudite. Ce sont des volumes encore modestes, mais le signal est clair, le monopole du pétrodollar n'est plus absolu. Tout cela pourrait rester anecdotique si un événement majeur n'était venu accélérer brutalement cette dynamique. En février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. En réponse, les États-Unis et leurs alliés
impose des sanctions financières d'une ampleur inédite. Les réserves de la Banque centrale russe, détenues en dollars et en euros, sont gelées. La Russie est exclue du système SWIFT, le réseau qui permet les paiements internationaux. C'est une démonstration de force spectaculaire. Mais c'est aussi un signal d'alarme pour tous les pays qui ne sont pas alignés sur Washington. Si les États-Unis peuvent geler les avoirs d'une puissance nucléaire comme la Russie du jour au lendemain, alors aucun pays n'est à l'abri. Cette prise de conscience provoque une onde de choc silencieuse. Des nations comme l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et bien sûr la Chine commencent à chercher activement des alternatives au système dollar. Les discussions sur la création d'une monnaie commune pour les BRICS s'intensifient. Les accords commerciaux en monnaie locale se multiplient. L'usage de l'or comme moyen de règlement entre banques centrales refait surface. Tout se passe comme si la weaponisation du dollar avait révélé au grand jour sa plus grande faiblesse. Il ne peut être une monnaie de réserve universelle et un instrument de pression géopolitique en même temps, sans perdre progressivement la confiance qui le soutient. Il serait tentant de croire que la Chine orchestrerait seule cette transition, comme une sorte de complot minutieusement planifié depuis Pékin, mais la réalité est à la fois plus diffuse et plus profonde. Ce à quoi nous assistons, c'est un phénomène systémique où de multiples acteurs, pour des raisons différentes, arrivent simultanément à la même conclusion. La dépendance totale au dollar comporte un risque existentiel. Pour certains pays, c'est la crainte de sanctions futures. Pour d'autres, c'est le refus de voir leur épargne nationale érodée par les politiques monétaires expansionnistes de la Réserve fédérale américaine. Pour d'autres encore, c'est simplement une question de souveraineté et de dignité nationale. La Chine ne crée pas ce mouvement, elle le catalyse, elle lui donne une structure, elle offre des alternatives concrètes. Mais elle n'aurait jamais pu réussir seule si le terrain n'avait pas été préparé par des décennies d'accumulation de frustration et de déséquilibre. Il y a quelque chose de profondément ironique dans tout cela. Le système dollar a survécu à la fin de Bretton Woods parce qu'il s'est adapté. Il a survécu à la montée du Japon dans les années 80 parce que Tokyo n'a jamais vraiment cherché à le défier. Il a survécu à la création de l'euro parce que l'Europe n'a jamais eu la volonté politique d'en faire un rival crédible. Mais aujourd'hui, il fait face à un adversaire d'un tout autre calibre. La Chine ne cherche pas à reproduire l'hégémonie américaine. Elle ne veut pas que le yuan remplace le dollar comme monnaie unique universelle. Ce qu'elle cherche, c'est un monde multipolaire, où plusieurs monnaies coexistent, où aucun pays ne peut imposer unilatéralement sa volonté aux autres par le biais du système financier. C'est une vision moins ambitieuse en apparence, mais peut-être plus réaliste, et surtout plus attrayante pour des dizaines de pays qui en ont assez de subir les conséquences des décisions prises à Washington. Bien sûr, le dollar ne disparaîtra pas demain. Sa domination s'est construite sur plus de 8 décennies de confiance, d'habitudes commerciales, de contrats libellés en dollars, de dettes souveraines émises en dollars, de systèmes informatiques programmés en dollars. Cette inertie est colossale. Même si la Chine et ses alliés progressent chaque année, il faudra probablement des décennies pour que le dollar perde sa position centrale. Mais l'histoire nous enseigne que les basculements monétaires, quand ils arrivent, ne sont jamais linéaires. Ils sont graduels pendant longtemps, puis soudains. La livre sterling a dominé le monde au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Elle semblait éternelle. Puis 2 guerres mondiales, une dette écrasante et l'émergence d'une nouvelle puissance ont suffi pour qu'elle perde son statut en quelques décennies. Le dollar pourrait suivre une trajectoire similaire. Pas par effondrement brutal, mais par érosion progressive de sa part de marché, de sa légitimité, de la confiance qu'il inspire. Et c'est peut-être là que réside le véritable enjeu. Au-delà des chiffres, des réserves d'or, des accords commerciaux et des sanctions financières, la question fondamentale est celle de la confiance. Une monnaie n'est rien d'autre qu'un pacte social, une croyance partagée que ce bout de papier ou cette inscription numérique représente une valeur stable et universellement acceptée. Quand cette croyance vacille, tout devient possible. Les gens commencent à chercher des alternatives. Les gouvernements diversifient leurs réserves. Les entreprises le facturent dans d'autres devises. Et lentement, imperceptiblement, le pacte se défait.
Ce que la Chine comprend mieux que quiconque, c'est que cette confiance ne se décrète pas. Elle se gagne par la cohérence, la prévisibilité, la crédibilité. C'est pourquoi Pékin avance avec prudence, sans déclaration fracassante, sans provocation inutile. Elle laisse les faits parler d'eux-mêmes. Elle construit des infrastructures réelles. Elle signe des accords tangibles. Elle accumule des actifs concrets. Et elle attend que le reste du monde tire ses propres conclusions. Ce qui rend cette histoire si fascinante, c'est qu'elle ne se résume pas à un affrontement entre deux superpuissances. C'est un moment charnière dans l'évolution du capitalisme mondial, un moment où les règles forgées après la Seconde Guerre mondiale atteignent leurs limites, où de nouvelles puissances exigent une place à la table, où la technologie offre des alternatives que personne n'aurait pu imaginer il y a 20 ans. Les monnaies numériques de banque centrale, les crypto-monnaies, les systèmes de paiement instantanés transfrontaliers, tout cela remet en question le monopole des intermédiaires financiers traditionnels. La Chine développe son yuan numérique avec une détermination sans faille. D'autres pays suivent. Et si demain, il devient aussi simple de payer en yuan numérique qu'en dollars, si les délais de transaction s'effondrent, si les coûts baissent drastiquement, alors la dernière barrière technique à l'internationalisation du yuan tombera. Nous vivons peut-être les dernières années de ce que les historiens futurs appelleront l'ère du dollar absolu. Cela ne signifie pas que le dollar s'effondrera, ni même qu'il perdra son statut de monnaie de réserve la plus importante. Mais cela signifie probablement qu'il devra partager ce statut, qu'il devra composer avec d'autres monnaies, d'autres systèmes, d'autres règles, et ce basculement, aussi subtil soit-il, changera fondamentalement l'équilibre du pouvoir mondial. Les États-Unis ne pourront plus imprimer de l'argent sans conséquence, financer des déficits infinis en comptant sur la demande étrangère de dollars, ou imposer des sanctions unilatérales sans que des pays ne cherchent des échappatoires. Le privilège exorbitant du dollar aura vécu, et avec lui une certaine idée de l'hégémonie américaine. Ce qui est profondément troublant dans cette histoire, c'est que la plupart des gens ne se rendent compte de rien. Les journaux parlent de tensions commerciales, de tarifs douaniers, de compétition technologique, mais rarement de cette transformation silencieuse du système monétaire mondial. Pourtant, c'est peut-être le changement le plus important de notre époque. Parce qu'au fond, celui qui contrôle la monnaie contrôle tout le reste. Il contrôle qui peut commercer avec qui peut emprunter à quel taux, qui peut prospérer et qui doit se soumettre. C'est un pouvoir invisible, diffus, mais absolument central. Et ce pouvoir est en train de glisser, lentement mais sûrement, vers l'Est. Alors, la Chine prépare-t-elle la chute du dollar ? La réponse est à la fois oui et non. Oui, parce qu'elle met consciemment en place toutes les pièces nécessaires pour réduire la domination du dollar et proposer des alternatives crédibles. Non, parce que la chute du dollar, si elle a lieu, ne sera pas le résultat d'une seule volonté, mais la conséquence de décennies d'excès, de décisions maladroites, de weaponisation imprudente d'un outil qui dépendait avant tout de la confiance. La Chine n'a pas besoin de détruire le dollar. Elle a juste besoin d'attendre que le système s'érode de lui-même, tout en offrant une porte de sortie à tous ceux qui cherchent une alternative. Et dans ce jeu de patience, elle a déjà pris plusieurs coups d'avance. Il reste une question, peut-être la plus dérangeante de toutes. Si le dollar perd effectivement son statut de monnaie de réserve dominante, que se passera-t-il pour nous, citoyens ordinaires, qui vivons dans des pays dont l'économie entière repose sur la stabilité de ce système ? Nous avons grandi dans un monde où le dollar était une évidence, où chaque crise se résolvait par une intervention de la Réserve fédérale, où la confiance dans le système financier semblait acquise. Mais les évidences d'une époque ne sont jamais que les illusions d'une autre. Et peut-être devrions-nous commencer à nous poser sérieusement la question de ce qui viendra après. Non pas pour céder à la panique, mais pour comprendre les forces en mouvement, pour anticiper les transformations et pour ne pas être pris au dépourvu le jour où l'illusion de stabilité se brisera.